Très bien. Donc déjà, merci à celles et ceux qui nous ont rejoints ou qui vont nous rejoindre dans un petit temps. Merci de suivre le premier webinaire qui lance donc la série de webinaires que le PCN Climat Énergie va organiser pour chaque destination du cluster 5 en lien avec le climat et l'énergie. Je vous signale dès à présent que ce webinaire est donc enregistré afin qu'il soit disponible sur la page Horizon Europe du MESRI et on y mettra également donc les présentations PowerPoint. Les questions peuvent être posées dans le chat. Elles seront relayées à deux moments, après la présentation générale ainsi qu'après la présentation des différents appels à projets. S'il s'avérait que faute de temps, nous ne pouvions pas répondre à toutes les questions, nous vous ferons un retour par email avec les réponses. Donc, je me présente, je suis Benjamin Viniger, le coordinateur du point de contact national climat-énergie. Et je remercie Annabelle Rondeau, Marilyn Roussel, ainsi que Pascal Ebner. Pascal Ebner, voilà. Pascal Emner d'être présent parmi nous pour nous accompagner dans cette présentation. Donc, le programme d'aujourd'hui, c'est une présentation de l'architecture d'Horizon Europe et du contexte politique, ainsi qu'un rappel rapide des règles d'éligibilité et de participation au pilier 2 d'Horizon Europe. Donc, comme je disais, on aura un premier point de questions, puis la présentation des 17 appels à projets et un deuxième point de questions, et puis nous conclurons à 11h30. Je pense qu'on peut commencer la présentation. Donc, simplement pour vous signifier que Horizon Europe, c'est le programme de recherche le plus ambitieux à ce jour, tant au niveau européen qu'au niveau international, avec un budget de 95,5 milliards d'euros sur 7 ans. Donc, c'est un budget qui n'avait jusqu'à présent jamais été atteint. Il dépasse de loin le programme précédent, qui était Horizon 2020, alors même que le Royaume-Uni faisait toujours partie de l'Union européenne. C'est donc, comme je disais, la suite du programme cadre Horizon 2020. Il court sur la même durée, c'est-à-dire 7 ans, de 2021 à 2027. Donc, les objectifs de ce programme, en fait, avaient déjà été évoqués dès 2018 avec une communication de la Commission qui, en fait, souhaitait déjà renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'Union européenne, stimuler sa compétitivité, notamment celle de son industrie face à la concurrence montante asiatique. La Commission européenne souhaitait concrétiser ses priorités politiques et stratégiques. Donc, on pense au premier plan, évidemment, au Green Deal européen. Et enfin, on vise à être mieux préparé et à mieux répondre aux problématiques mondiales, qu'elles soient climatiques, environnementales, mais également, on l'a vu, sanitaires. Comme on le voit, le cluster 5 s'inscrit véritablement dans les différentes priorités de la Commission von der Leyen, et notamment dans les 4 premières priorités, que sont le Green Deal européen et la neutralité climatique d'ici 2050, l'adaptation de l'Europe à l'ère numérique, le développement d'une économie qui soit au service des personnes et le renforcement du rôle et de la position de l'Union européenne sur la scène internationale. Je passe rapidement parce que ce sont des choses que l'on sait déjà, je pense. Au niveau de la structure du programme Horizon Europe, donc, comme vous pouvez le voir, c'est un programme qui est divisé en 3 piliers, plus un pilier horizontal. Donc, dans le premier pilier, on s'intéresse principalement à la recherche fondamentale, avec une logique qui est plutôt mono-bénéficiaire. Et on s'intéresse également à renforcer la mobilité des chercheurs au sein de l'Union européenne. Donc, dans le pilier 2, qui est le pilier qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, on s'intéresse là à des projets qui soient collaboratifs et thématiques avec 6 destinations, dont la destination climat, énergie et mobilité, qui est la destination 5. Bien évidemment, ces thématiques ne sont pas qu'abordées dans notre destination, mais également dans la
destination 4 en lien avec l'industrie, le numérique, ou la destination 6 en lien avec l'environnement, la bioéconomie, etc. Mais également, pourquoi pas, dans la destination 2, également dans le pilier 1, avec des projets qui sont des appels blancs. Donc, vous pouvez tout à fait candidater pour un projet qui traite de ces questions. Également pour le pilier 3, qui a également des appels blancs et pourquoi pas, dans un futur proche, des appels plus thématiques qui viseront donc ces sujets de climat, énergie et mobilité. J'en profite pour signifier que en fait, la destination 5 avec la destination 4, c'est l'une des mieux Cluster. dotées. Pardon, le cluster 5. Oui, le cluster 5 avec le cluster 4 sont l'un des mieux dotés. Donc, le cluster 5 est doté de 15,1 milliards d'euros. Pour passer au pilier 3, il s'agit là de renforcer l'Europe innovante avec donc un nouvel instrument qui est son fer de lance, c'est le Conseil européen de l'innovation. Enfin, donc le pilier transversal qui vise à, d'une part, renforcer donc la participation des pays nouvellement intégrés à l'Union européenne, donc c'est les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, et également à renforcer l'espace européen de la recherche. Donc, comme je vous le disais, pour un budget total de 95,5 milliards sur les 7 années du programme 4. Maintenant, si l'on passe vraiment au cluster 5, donc ses principaux objectifs s'inscrivent vraiment dans l'action en faveur du climat, donc la neutralité climatique, ainsi que en parallèle le renforcement de la compétitivité de l'industrie, de l'énergie et des transports dans l'Union européenne. Donc, ce sont des objectifs, comme je le disais, qu'on retrouve dans le pacte vert européen, le Green Deal européen, mais que l'on retrouvait déjà en fait dans l'accord de Paris et que l'on retrouve maintenant aujourd'hui dans le plan européen de relance économique. Outre donc les objectifs de neutralité climatique, ce qu'on cherche à également obtenir, c'est en fait la création d'emplois qui soient plus nombreux et de meilleure qualité, une accélération de la transformation industrielle et de la numérisation de l'Europe, comme je le disais, pour accroître sa position face à la concurrence montante, et à générer une croissance qui est fondée sur l'innovation et l'inclusion, avec véritablement la volonté de remettre l'humain au centre de l'économie. Donc là, on peut voir la structure du cluster 5, donc cette fois-ci avec les 6 destinations. Rapidement, il y aura un webinaire pour chaque destination, mais la destination 1 porte donc sur les sciences du climat, c'est celle qu'on va aborder aujourd'hui. La destination 2 porte sur des solutions intersectorielles qui visent les 3 thématiques de ce cluster, donc le climat, l'énergie et la mobilité. La destination 3 et 4 se focalisent, elles, sur l'énergie, et la destination 5 et 6 se focalisent sur la mobilité. Donc, de manière générale, une destination, en fait, c'est un chapitre dans lequel on va retrouver la liste de tous les appels à projets publiés pour les 2 années qui arrivent dans un programme de travail. Donc, il est important de rappeler que ce programme de travail, en fait, pour le moment, est provisoire. La dernière version datant de mai et on attend la version définitive, donc officielle, d'ici le 21 juin. Donc, tant que le programme de travail définitif n'est pas publié, je vous invite à être un tout petit peu prudent et à vous y référer en ultime recours le jour où vous voudrez postuler à candidater à un projet, tout en gardant en tête que la version préliminaire est en fait assez aboutie et on attend peu de changements. Vous trouverez le lien du programme de travail provisoire en bas de cette slide et également sur le site Horizon Europe du MESREF. Donc, comme vous pouvez le voir, on attend une ouverture des premiers appels au 24 juin, donc c'est très rapide, pour une clôture des premiers appels au 14 septembre, et ça concerne tout particulièrement la destination 1, donc celle qu'on va évoquer aujourd'hui.
Donc, au niveau du budget, bon, il est assez évident que les destinations portant sur l'énergie sont les mieux dotées, avec environ 1,5 milliard d'euros sur les 2 premières années. Mais c'est en lien avec le nombre de topics, puisque rien que la destination 3 couvre à peu près 70 topics, donc 70 appels à projets. Euh, la destination 1, donc portant sur le climat, n'est pas en reste, puisqu'elle bénéficie de 274 millions d'euros donc sur les 2 premières années, avec 17 topics. Voilà, et je vais donc laisser Annabelle Rondeau prendre la suite. Alors, j'ai pris le contrôle. Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Annabelle Rondeau. Alors, je suis désolée, je coupe ma caméra. J'ai pas une très bonne connexion, donc je préfère que vous m'entendiez plutôt que ça coupe. Je suis représentante au comité de programme du cluster 5 et j'y siège d'ailleurs avec Pascal Ebner qui est présente avec nous et qui est, elle, du ministère de la Transition écologique. Donc sur ce point mission qui est en lien en fait avec le cluster 5, je voulais dire un mot parce qu'il y avait quand même beaucoup de questions et c'est normal, c'est une nouveauté, c'est une des nouveautés majeures du programme cadre de recherche et d'innovation. Ces missions, vous le savez sûrement, visent à générer des solutions et des initiatives autour de grands défis contemporains et elles concernent, il y a cinq domaines qui sont concernés. Je ne vais pas tous les citer, mais il y en a deux qui sont vraiment en lien avec le cluster 5. Il s'agit de la mission adaptation au changement climatique et aux transformations sociétales qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui, et puis la mission 100 villes climatiquement neutres d'ici à 2030 que je n'évoquerai pas aujourd'hui. Donc, on va dire un mot sur cette mission adaptation au changement climatique. Tout d'abord, sachez que chacune de ces missions a donné lieu à la publication d'un rapport en fait qui a été publié par le Mission Board en septembre 2020. Je viens de mettre le lien dans le chat et que cette mission adaptation au changement climatique, elle est aujourd'hui très encadrée, très en lien avec la stratégie climat qui a été adoptée le 24 février 2021. C'est un texte vraiment d'importance pour cette mission. Alors aujourd'hui, où en est-on au-delà de ce rapport du Mission Board et de cette stratégie climat qui vient cadrer la mission? On est dans une phase de mise en œuvre, ce que la Commission appelle Implementation Plan, c'est-à-dire qu'un document est en train d'être rédigé par la Commission expliquant un peu mieux les objectifs de cette mission, la valeur ajoutée de la mission, c'est-à-dire qu'on ne veut pas reproduire un instrument qui existerait déjà. Ce document va définir aussi les objectifs ambitieux mais réalistes et mesurables de la mission. Et ce document doit être validé d'ici à la fin du mois de juin par les commissaires et vice-présidents de la commission. Et tant que ce document n'est pas validé, la mission ne peut pas être lancée. Donc, que trouve-t-on dans ce document qui est encore à l'état de draft aujourd'hui? Eh bien, le document s'inspire quand même grandement du travail qui a été fait par le Mission Board, et l'objectif global de la mission adaptation au changement climatique est de soutenir des régions et des communautés européennes dans leur cheminement vers la résilience climatique d'ici à 2030. Ce qui veut dire qu'il va falloir aider, préparer un certain nombre de régions à planifier la résilience climatique. En l'occurrence, la Commission estime qu'il va falloir collaborer avec peut-être une centaine, voire 200 régions et communautés pour accélérer leur transformation vers un avenir résilient. Et in fine, il va falloir réaliser 100 démonstrations à grande échelle de transformation systémique en soutenant les régions et les communautés dans la mise à l'échelle et le déploiement de solutions transformatrices. Donc, si ce plan de mise en œuvre est adopté, ça veut dire aussi que le programme de travail 2021-2022 pourrait être amendé et donner lieu à des appels à projets supplémentaires dans le domaine du climat. En effet, ces solutions d'adaptation dans le domaine du climat ne sont pas toutes prêtes sur étagère. Il y a encore certainement besoin de recherche et de développement de recherche et d'innovation dans le domaine, d'où certainement des appels supplémentaires en fin d'année. Je rappelle par ailleurs
que l'appel Green Deal, notamment l'appel 3.1, a déjà donné lieu à une sélection de projets qui sont en lien directement avec la mission, et que vous avez aujourd'hui dans le draft du programme de travail 2021-2022 un certain nombre d'appels à projets qui visent aussi à soutenir et supporter la mission. Donc, c'est vrai qu'on attend ce oui officiel de la Commission pour lancer la mission, mais il y a quand même déjà des choses qui sont un peu lancées et initiées. Alors concrètement, pour les régions qui s'intéressent à la mission et qui voudraient participer, j'allais dire un peu à l'aventure mission, comment est-ce qu'on peut y participer? Alors la Commission indique dans ce document, dans cette implementation plan, qui est encore à l'état provisoire, mais qu'il devrait y avoir des appels, un ou des appels pour sélectionner les régions qui seraient intéressées pour participer à la mission, et vraisemblablement, un premier appel s'ouvrirait d'ici à la fin de l'année. Donc, ce qui est important de retenir pour les régions et les communautés qui s'intéressent à cette mission, c'est qu'il faut s'y préparer. Comment est-ce qu'on s'y prépare? Eh bien, c'est d'abord de réfléchir à ce que signifie la stratégie européenne, qui a été publiée en février 2021, pour elle. Par exemple, est-ce qu'une stratégie d'adaptation figure déjà dans la smart spécialisation des régions ou communautés intéressées? Premier point. Deuxième point, c'est de réfléchir autour du développement de trajectoire, de la transformation vers une amélioration de la résilience climatique qui soit juste, qui tienne compte des objectifs environnementaux, socio-économiques et politiques. Et puis troisièmement, c'est comment en pratique une architecture financière peut être construite à travers un certain nombre d'outils. C'est-à-dire que la mission, c'est certes, c'est un petit peu, ça va au-delà d'Horizon Europe. Donc il va falloir trouver pour les régions intéressées les moyens de financer ces solutions d'adaptation qu'elles pourraient vouloir mettre en œuvre pour répondre à des problématiques climatiques qu'elles rencontrent, et donc chercher certainement d'autres financements à travers, par exemple, le fonds d'innovation, à travers LIFE, à travers les FEDER, d'autres programmes européens. Donc, pour mes mots, il y a des représentants français qui siègent au comité de programme mission. J'y siège également, donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour poser vos questions. Et je pense de toute façon que le point de contact national climat-énergie organisera également, dès que nous aurons des informations un tout petit peu plus solides, un webinaire pour vous expliquer de manière plus précise cette mission. Donc, avant de passer à la présentation des appels, peut-être un bref rappel des règles d'éligibilité pour participer au pilier 2 d'Horizon Europe. Alors, je vais être assez rapide, d'autant que nos collègues du PCN, donc du point de contact national juridique et financier, ont déjà fin du mois de mai, même début du mois de juin, organisé plusieurs webinaires sur les règles de participation à H2020, que ces règles, vous les trouvez aussi décrites dans les annexes générales du programme de travail qui va être publié en même temps que le programme de travail du cluster 5, donc d'ici peu maintenant. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous savez que lorsque vous répondez aux appels du cluster 5 et des appels Horizon Europe d'une manière générale, chaque appel est défini par un instrument qui permet de situer le projet sur une échelle TRL et de déterminer finalement les conditions de financement. Donc il y a tout d'abord les actions de recherche qu'on abrège RIA. Généralement, le TRL est compris entre 2, 3 et 4, 5, et pour lesquelles toutes les entités, qu'elles soient publiques ou privées, sont financées à 100%. Il y a également les actions d'innovation. Donc là, on est sur des actions avec TRL plus élevées, entre 6 et 7, voire 8. Là, c'est un financement à 100% pour les acteurs publics et entre 60 et 70% pour les acteurs privés. Et puis, vous avez les CSA qui ne sont pas des actions de recherche, mais des actions de coordination qui sont principalement des mesures d'accompagnement comme la standardisation, la dissémination, la sensibilisation, la communication. Et là, c'est un financement à 100% pour tous les acteurs publics ou privés. En ce qui concerne maintenant les entités éligibles, quelles sont-elles ces entités éligibles? En fait, eh bien, toute entité est éligible à Horizon Europe d'une manière générale, que vous soyez association, ONG, PME, start-up, centre de recherche, entreprise. Et pour participer aux appels du cluster 5 et d'une manière générale aux appels du pilier 2, on n'y va pas seul. Nous sommes ici dans le cadre de projets collaboratifs, comme l'a évoqué Benjamin, et non de projets
monobénéficiaires et les appels à projets sont prescriptifs, donc avec un thème précis, des objectifs auxquels vous devez répondre, des résultats et des impacts attendus précis auxquels vous devez répondre, avec une date d'ouverture et une date de clôture. Et donc pour participer au pilier du cluster 5 notamment, il faut répondre à un appel à proposition en montant un consortium d'acteurs avec à minima 3 entités différentes de 3 États membres ou associés. Petite subtilité pour Horizon Europe, il faut au moins parmi ces 3 entités, qu'elles soient d'un État membre. Vous ne pouvez pas avoir un consortium composé que d'États associés. Par exemple, un consortium avec que la Suisse, la Norvège ou la Grande-Bretagne. Il va falloir la France, l'Espagne ou l'Allemagne. Pour nous, Français, ça pose pas trop de problèmes. L'évaluation des projets, maintenant, vous le savez, 3 critères sont évalués. L'excellence scientifique, ici on regarde la clarté, la pertinence des objectifs du projet, la solidité de la méthodologie. Les impacts, partie très importante, encore plus peut-être pour Horizon Europe par rapport à H2020. Et puis, gardez en tête que pour les actions d'innovation, donc les IA, l'impact est pondéré. Il n'est pas noté sur 5 comme d'habitude, mais il est noté sur 7,5. Donc, c'est une note qui est pondérée dans le cadre des actions d'innovation. Dans la partie impact, on va regarder la crédibilité des voies d'accès pour atteindre les résultats et les impacts attendus. On va regarder la pertinence et la qualité des mesures visant à maximiser les résultats et les impacts attendus. Et puis, troisième critère, qui est la mise en œuvre de votre proposition. Ici, on juge comment vous vous organisez, votre plan de travail, si vous avez bien pris en compte les risques, l'adéquation de l'effort assigné à chaque work package, les ressources globales. Et s'il y a bien un point qu'on regarde, c'est la complémentarité entre les acteurs du consortium. Ça, c'est très important. Un point aussi parmi les nouveautés, une réduction des pages pour toutes les actions. Donc, faites attention à cela parce que c'est vrai que dans les annexes générales, on annonce une espèce d'homogénéisation où les CSA seront maximum 30 pages, les actions d'innovation et les actions de recherche seront maximum 45 pages, mais il y a beaucoup d'exceptions et vous le verrez d'ailleurs dans la destination 1, des exceptions qui sont précisées au niveau du texte de l'appel. Donc, attention à cela. Les coûts éligibles, très important et très intéressant avec le programme Horizon Europe, c'est que vous êtes remboursé à 100%, y compris les coûts de personnel. Donc ça, c'est vraiment très positif par rapport à ce programme. Attention encore une fois, pour les actions d'innovation, alors pour les entreprises, c'est entre 60 et 70%. Et puis les coûts indirects, c'est un taux forfaitaire de 25% des coûts directs. Ça n'a pas changé par rapport à Horizon 2020. Alors, en résumé, mais si vous êtes là, c'est parce que vous savez déjà tout l'intérêt de participer à Horizon Europe. Pourquoi y participer? C'est vrai que c'est un programme ambitieux avec des taux de financement qui peuvent atteindre 100% des coûts éligibles sous forme de subventions. C'est pas cumulable avec les aides d'État. Et puis, les coûts de personnel sont quand même inclus. Et au-delà de la somme perçue, possiblement de la subvention, participer à un projet Horizon Europe, c'est bien sûr gagner en visibilité, en notoriété, développer un réseau, attirer de nouveaux talents au sein de vos entreprises ou de vos organismes, faire que les partenaires du consortium deviennent peut-être in fine des clients, des fournisseurs, etc. C'est aussi gagner en savoir-faire et pourquoi pas gagner de nouveaux marchés. Si l'on en vient maintenant aux appels, mais peut-être nous prendrons des questions s'il y en a. Je ne sais pas, Marilyn, si tu as relevé des questions avant que nous en venions à la description des appels. Pas de questions. Pas de questions. N'hésitez pas encore une fois à utiliser le chat. C'est le seul outil dont nous disposons. Donc voilà. Donc les appels, évidemment, s'inscrivent, comme l'a dit Benjamin, dans un contexte, en tout cas dans le domaine politique, bien cadré par un certain nombre de textes. Je ne vais pas tous vous les récapituler. Ici, en tout cas, on a fait l'exercice pour vous. Il y a un lien derrière chaque texte. C'est vrai qu'on a remis le Green Deal avec à droite un encadré résumant les principaux objectifs d'ici à 2030 et d'ici à 2050. Le texte Clean Planet for All est aussi très important. C'était le texte qui définissait un certain nombre de scénarii pour parvenir à la neutralité climatique. Et puis, dernier texte qui cadre la mission adaptation au changement climatique, qui est ici, qui a été publié le 24 février 2021 et qu'il est important de regarder également. Alors, si l'on en vient à la destination 1,
et à ces principaux objectifs qui sont décrits dans le texte de l'appel. Nous nous fondons, comme l'a dit Benjamin, sur la version de mai 2021 pour vous présenter ces appels. L'objectif visé, c'est de contribuer à la transition vers une société et une économie climatiquement neutre et résiliente, ce qui est rendu possible par une science climatique avancée, des voies et des réponses au changement climatique, tant en termes d'atténuation que d'adaptation, et des transformations comportementales. L'idée par rapport aux appels que vous allez croiser, si je puis dire, ou lire, c'est de faire progresser les connaissances et fournir des solutions dans différents domaines. Donc les sciences du système terrestre, les voies vers la neutralité climatique, l'adaptation au changement climatique. C'est de contribuer aux principales aussi évaluations internationales du GIEC, bien sûr, entre autres, c'est de renforcer l'espace européen de la recherche sur le changement climatique et c'est d'accroître la transparence, la robustesse, la fiabilité de base de connaissances sur le changement climatique qui vont être utiles pour les décideurs politiques, les praticiens et autres parties prenantes, ainsi que les citoyens. Les premiers appels, alors là, vous avez un récapitulatif des appels qui vont se clôturer en 2021. Donc, il y a 9 appels qui se clôturent en 2021. Essentiellement, vous le voyez, des actions de recherche plus 2 CSA avec des budgets non négligeables dans leur globalité. Vous voyez, la première action de recherche et d'innovation que je vais vous présenter a un budget de 24 millions. Ce sur quoi j'attire votre attention, c'est le nombre de projets qui va être financé. Vous voyez que la concurrence va être rude puisque c'est en général par appel entre 1 et 3 projets qui vont être sélectionnés. Donc, c'est assez concurrentiel. Les dates d'ouverture et de clôture, vous les voyez indiquées sur la droite. Donc, le laps de temps entre l'ouverture et la clôture est assez court. Donc, comme l'a dit Benjamin, il est vrai que la version finale du programme de travail, c'est la seule sur laquelle vous devez vous baser pour répondre aux appels à projets. Mais il n'empêche qu'entre cette version préliminaire que nous avons et la version finale, il y aura vraisemblablement peu de modifications. Donc vraiment, lancez-vous dès maintenant dans la composition d'un consortium, dans la préparation à la réponse à un ou des appels à projets qui pourraient vous intéresser. Donc le premier appel à projet, je vais vous le décrire dans un instant. Et avant de rentrer dans le détail, je voulais vous indiquer 2-3 points. La première chose, c'est que nous allons tous les présenter de la même façon, c'est-à-dire qu'à droite, nous avons un tableau synthétique récapitulant les données factuelles. En l'occurrence, sur cet appel, nous sommes dans une action de recherche et d'innovation avec un budget de 24 millions, ce qui va donner lieu au financement de 3 projets, puisque chaque projet devra avoir un budget de 8 millions maximum. Et puis, vous avez la date d'ouverture et la date de clôture. Ce qui pourrait être intéressant de faire, puisque vu les circonstances, nous sommes obligés de faire de faire un webinaire et non une conférence en présentiel, c'est peut-être qu'à chaque fois qu'on présente un appel, vous puissiez indiquer dans le chat vos noms, vos noms, prénoms, vos coordonnées, l'entreprise ou l'organisme auquel vous êtes rattaché, et puis indiquer le titre du topic ou le code du topic qui vous intéresse pour peut-être susciter des embryons de consortium, ne serait-ce que déjà entre vous. Même si c'est vrai que ce webinaire est franco-français, ça peut peut-être déjà être intéressant de faire l'exercice. Donc, libre à vous. Donc sur ce premier appel, en fait, nous sommes sur l'idée, c'est une meilleure compréhension des flux de gaz à effet de serre et des facteurs de forçage, y compris les technologies d'élimination du dioxyde de carbone. Donc ce sujet vise à combler les lacunes dans notre compréhension du système terrestre en se concentrant sur les flux de gaz à effet de serre et les rétroactions du système terrestre, le comportement des forçages radiatifs, y compris leurs précurseurs, et les efforts pour stabiliser la température mondiale grâce au déploiement de méthodes d'élimination du dioxyde de carbone. Donc, quels sont les résultats attendus? En l'occurrence, je crois qu'ici, nous avons été exhaustifs et nous les avons tous listés, ce qui n'est pas toujours le cas parce que parfois les textes sont très longs et très denses. C'est d'une part d'améliorer les connaissances dans les domaines concernés, notamment grâce à une utilisation accrue des données de haute qualité, ce qui permettra de mieux comprendre les processus à l'origine du changement climatique. C'est d'améliorer des projections du changement climatique
y compris en ce qui concerne les événements extrêmes liés au changement climatique, c'est d'améliorer notre compréhension de la manière dont les actions d'atténuation innovantes peuvent contribuer à stabiliser la température mondiale, et c'est d'améliorer les modèles du système terrestre, les services climatiques et d'autres formes d'utilisation en aval. Vous avez également dans l'appel, hein, ils sont toujours présentés de la même façon, les résultats attendus et le scope, c'est-à-dire là, on va plutôt se focaliser sur les activités attendues qui vont permettre de répondre aux résultats qui figurent juste au-dessus. Vous avez la possibilité pour vos activités de répondre à l'une des trois qui est indiquée. Donc, ce n'est pas les trois dans leur totalité, c'est soit A, soit B, soit C. Donc, soit vous vous focalisez sur les flux de gaz à effet de serre et les rétroactions du système terrestre, soit vous vous focalisez sur la contribution au réchauffement planétaire de différents agents de forçage radiatif autres que le CO2, ou vous vous focalisez sur les réponses du climat et du système terrestre à la neutralité climatique et aux émissions nettes négatives. L'appel indique par ailleurs, le texte de l'appel indique par ailleurs que la coopération internale est encouragée dans ce call et que les participants sont encouragés à profiter des infrastructures de recherche nationales et européennes pertinentes, par exemple ICOS et Actrice. Ton micro, Benjamin. Voilà. Donc, en ce qui concerne le deuxième appel à projet, il s'agit là d'une action en recherche et innovation dotée de 15 millions d'euros. Cet appel à projet porte sur la modélisation du rôle de l'économie circulaire dans l'atténuation du changement climatique. Donc, cet appel a pour but de financer des projets qui visent à faire progresser la compréhension de la contribution potentielle de l'économie circulaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Concernant donc les résultats attendus du projet, on vise à l'amélioration des modèles portant sur l'atténuation du changement climatique, à l'amélioration de la quantification des impacts et des potentiels de l'économie circulaire pour l'atténuation du changement climatique. On vise également un soutien à l'intégration de l'économie circulaire dans l'action climatique et les politiques. Et enfin, on vise un soutien de l'intégration des principes de réduction ou d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre dans les critères d'économie circulaire. Au niveau des attendus du projet, donc du scope, on vise à ce que le projet fasse progresser la compréhension et la modélisation de la contribution potentielle actuelle et future de l'économie circulaire à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est important d'ailleurs de noter que cela doit aller au-delà de l'état de l'art et inclure les comportements et l'engagement des citoyens. On vise également à proposer un cadre en fait, qui aille encore une fois au-delà des mesures nécessaires pour révéler, démontrer et quantifier la contribution potentielle de l'économie circulaire aux objectifs climatiques. Les projets doivent en outre assurer la collaboration entre la communauté scientifique et les responsables politiques, ainsi qu'avec les parties prenantes de l'industrie et de la société civile. Enfin, dans ce projet, on vise à promouvoir les normes qui soient les plus élevées en matière de transparence et d'ouverture, et tout ceci conformément au principe FAIR, FAIR qui en anglais veut dire findable, donc on puisse trouver facilement, accessible, interopérable et réutilisable. Alors, troisième appel de cette destination 1, troisième appel de l'année 2021. Donc, on est sur la première des deux CSA dont je vous ai parlé il y a 3 minutes. Là, il s'agit de maximiser l'impact et la synergie de la recherche et de l'innovation en matière de changement climatique en Europe. Donc, vous voyez que la liste des expected outcomes est très dense. Je ne vais pas lister tous les points, simplement en retenir quelques-uns avant de passer ensuite à la partie scope. Donc là, en termes de résultats attendus, on attend une sensibilisation des publics concernés au changement climatique, de meilleure coordination des initiatives de recherche sur le changement climatique en cours et futur, financées par l'Union européenne. On attend une amélioration de l'impact des investissements
investissements dans la recherche et une accélération du transfert de connaissances pour informer les politiques et les actions en faveur du climat en Europe. On attend la conservation des résultats des projets de recherche et d'innovation liés au changement climatique afin que les parties prenantes puissent découvrir et comprendre les recherches financées par l'Union européenne qui sont en cours dans leur domaine d'intérêt. On attend une meilleure coordination des initiatives de recherche, d'innovation et de technologie en matière de changement climatique au sein de l'espace européen de la recherche. On attend également une identification d'activités de recherche et d'innovation complémentaires parmi les travaux passés, présents et futurs soutenus par les programmes de recherche et d'innovation nationaux et régionaux. On attend également d'identifier les bonnes pratiques au niveau européen, national et régional en matière de communication, diffusion, d'exploitation des résultats de la recherche et des projets. Donc, vous le voyez, cette activité de CSA est beaucoup en lien avec des actions de communication, de recensement, de coordination, de collaboration. Parmi les activités attendues, donc deux au choix, là encore, ce n'est pas les deux, c'est soit la A, soit la B, donc avec deux focus différents, l'un impact et l'autre plus synergie. Donc le premier, la première partie du scope indique que l'objectif, c'est de maximiser l'impact de la recherche financée par l'UE sur le changement climatique. Et l'autre option sur laquelle vous pouvez vous focaliser consiste à maximiser la synergie de la recherche et de l'innovation sur le changement climatique en Europe. Dans le cadre de l'option 1, comme activité principale, il va falloir réaliser la synthèse des connaissances et la valorisation des résultats qui devraient constituer donc vraiment un élément important du travail. Il va falloir s'appuyer sur des connaissances et des outils accumulés, prévoir des ressources adéquates pour reprendre et gérer certaines plateformes de conservation des connaissances et faciliter l'exploitation et la maintenance de certains outils d'aide à la décision mis au point par d'autres projets de recherche. Si vous vous focalisez maintenant sur la partie B plutôt, là l'idée c'est de renforcer l'espace européen de la recherche en assurant la coordination, la coopération et les synergies entre les politiques et les programmes de recherche, d'innovation et technologie, dans le domaine évidemment du changement climatique. C'est de donner aussi dans cette partie B la priorité aux investissements dans la recherche et l'innovation sur le changement climatique et d'apporter une valeur ajoutée à la recherche et l'innovation actuelle et future en exploitant les synergies potentielles dans la planification et les activités de RI, ou même des possibilités de partenariat ou d'activités complémentaires. Et puis, il faut instaurer un dialogue entre la science et la politique et entre la science et la société. La coordination du projet dans le cadre de ce topic, il est indiqué qu'elle doit être assurée avec les initiatives européennes nationales et régionales pertinentes. Et comme exemple, sont citées la GPI, donc Joint Programme Initiative Climate, également l'acquis climat. Et puis, il est indiqué aussi que cette CSA doit contribuer à organiser ECA, donc ECA qui est une conférence sur le climat, ECA pour European Climate Change Adaptation Conference, qui a lieu d'ailleurs en ce moment, jusqu'à mi-juin, et qui a lieu tous les 2 ans. Donc cet appel vise à préparer la conférence de 2023. Donc, nous passons maintenant à l'appel suivant qui vise à l'amélioration de l'évaluation intégrée en vue de la réalisation des objectifs climatiques mondiaux. Donc, il s'agit encore une fois d'une action recherche-innovation dotée de 15 millions d'euros. Donc, les résultats attendus de ce projet visent notamment à fournir un certain nombre d'informations qui puissent venir en appui de la préparation des politiques climatiques pour 2030 et ainsi atteindre la neutralité climatique d'ici 2050. Et dans ce cadre, on vise bien évidemment les objectifs de l'accord de Paris. Les projets doivent également viser à l'amélioration de la coopération internationale pour que en fait, la communauté de la modélisation puisse parler avec les autres parties prenantes. Le but étant que les décideurs politiques aient accès à des conseils qui soient véritablement solides. Enfin, les projets visent à l'amélioration de l'apprentissage mutuel entre les différentes communautés, que ce soit celle de la modélisation, des sciences sociales et des politiques, tout cela pour assurer une plus grande cohérence globale.
Au niveau du scope de cet appel à projet, on vise à faire en sorte en fait que les modèles d'évaluation intégrés soient utilisés pour évaluer les politiques d'atténuation et encore une fois en lien avec l'accord de Paris et tout cela afin que on puisse fournir des conseils, des informations qui puissent contribuer à la conception de politiques d'action climatique et de développement durable. Les projets doivent également favoriser la comparabilité des résultats des modèles, mais également entre ces modèles d'évaluation intégrés et d'autres modèles. Les projets doivent identifier les étapes, les moteurs et les obstacles à la réalisation de la neutralité climatique et surtout d'une manière qui soit économiquement et écologiquement responsable, mais également socialement inclusive. Les projets doivent prendre en compte d'une part le rôle des principaux secteurs, bien évidemment tels que l'énergie, l'eau ou les transports, et d'autre part les changements individuels, sociaux, économiques, structurels et technologiques qui pourraient tous conduire à la neutralité climatique. Enfin, les projets doivent contribuer à la diffusion des meilleures pratiques, et ce, notamment au niveau national. Alors, concernant l'appel D10105, de son nom de code, on est sur une meilleure compréhension des interactions entre les impacts et les risques du changement climatique, les options d'atténuation et d'adaptation. Donc, c'est une action de recherche et d'innovation et le budget de l'appel est de 20 millions. Donc, les résultats attendus ici, c'est une meilleure compréhension de l'interaction, de la complémentarité et des compromis entre les mesures et les politiques d'adaptation et d'atténuation pour surmonter l'approche cloisonnée au sein et entre ces différentes approches et conduire à des politiques d'action climatique plus efficaces. On cherche également à atteindre une meilleure connaissance des risques et des impacts du changement climatique et de leur interaction avec les voies d'atténuation, y compris leur faisabilité dans divers scénarios de réchauffement climatique. On cherche en outre à améliorer la légitimité et la robustesse des cadres d'évaluation intégrés, basés sur une représentation plus réaliste des processus climatiques et de leur impact. Et on cherche à contribuer à une collaboration renforcée entre les trois groupes de travail du GIEC. Cet appel vise également à soutenir et interagir avec les activités de la mission adaptation au changement climatique. Parmi les activités qui sont listées dans le scope, et donc pour mieux comprendre et quantifier les interactions entre les impacts, les risques du changement climatique, les voies, les stratégies d'atténuation, il est nécessaire de réaliser des progrès dans l'intégration de l'analyse des incidences et des risques du changement climatique, des voies d'atténuation et des stratégies d'adaptation dans un cadre unique. C'est vraiment ce qui est très important dans cet appel. Et donc, il faut aussi intégrer l'état de l'art de la science climatique provenant de modèles du système terrestre, des modèles à complexité réduite et d'autres modèles similaires dans un cadre d'évaluation intégré commun. Il va falloir aussi chercher à améliorer la compréhension générale des synergies, des conflits et des compromis entre les stratégies d'atténuation et d'adaptation, ce qui va certainement aussi vous amener à formuler une série de recommandations à l'intention des parties prenantes publiques et privées afin de réduire ces tensions entre les stratégies d'atténuation et d'adaptation et d'évaluer l'impact sur les coûts des stratégies d'atténuation et d'adaptation. Il y a une contribution forte des sciences humaines et sociales qui est attendue dans cet appel. On passe maintenant au 6e appel à projet, qui est cette fois-ci une action de soutien de coordination dotée de 9 millions d'euros. Juste pour information, parfois vous allez voir dans l'encadré donc un point d'exclamation et une dérogation au nombre de pages. Alors comme Annabelle le disait tout à l'heure, le nombre de pages est sous Horizon Europe limité, mais pour certains appels à projets, il y a donc une dérogation avec un nombre de pages supplémentaire qui est autorisé. Nous l'avons signalé dans chaque slide et vous le retrouverez bien évidemment dans le programme de travail. Donc cet appel porte sur le soutien et la standardisation des services climatiques. Donc, les résultats attendus sont donc un soutien à la mise en œuvre de la stratégie d'adaptation de l'Union européenne et à la mission sur l'adaptation au changement climatique, par exemple en fournissant des outils normalisés pour la protection contre le changement climatique.
L'appel vise également à l'amélioration de la pertinence des données, des informations et des connaissances sur les impacts du changement climatique et les projets doivent permettre de renforcer la valeur des services climatiques. Ce renforcement doit notamment passer par des procédures établies de suivi des normes de qualité. En outre, les projets doivent soutenir la confiance entre l'offre et la demande de connaissances et de services, notamment en soutenant le développement d'un marché des services climatologiques au sein de l'Union européenne. Les projets doivent permettre d'améliorer la qualité, l'impact, l'équité et les performances des services climatologiques européens et également améliorer les données et les outils portant sur les impacts climatiques. Enfin, les projets doivent permettre une meilleure coordination des différents services climatologiques. Au niveau des attendus du projet, donc des activités, ces projets doivent permettre l'analyse de l'incertitude et le contrôle de la qualité, notamment via des études de cas. Les projets doivent préparer des lignes directrices pour documenter les sources de données des services climatiques et les méthodologies de traitement. On attend également un développement de bonnes pratiques et une normalisation des informations climatiques. On vise une définition des méthodes de vérification et de certification pour améliorer la qualité et l'utilité des services climatiques. Les projets doivent permettre la coordination et la promotion des activités des services climatiques européens, par exemple en encourageant l'échange ouvert de connaissances, d'expertise de données ou en améliorant les synergies entre les activités régionales, nationales, européennes et internationales. Enfin, on vise le développement de modèles commerciaux appropriés pour soutenir l'intensification et la reproduction des services climatiques. Alors, l'appel numéro 7, donc antépénultième appel de cette année 2021, qui vise l'amélioration des méthodes économiques de prise de décision sur les politiques climatiques et environnementales. Donc là, on va se concentrer sur l'amélioration des méthodologies, des pratiques et des techniques de conduite de l'évaluation économique des politiques environnementales. Donc les résultats attendus. Il s'agit de renforcer les capacités opérationnelles des méthodes d'analyse économique des politiques climatiques et environnementales. Ça comprend entre autres une analyse coût-avantage, multicritères et coût-efficacité améliorée. Il va falloir faire un certain nombre de recommandations pratiques pour des approches et des pratiques économiques améliorées et méthodologiquement transparentes pour la conception et l'évaluation des politiques publiques dans le domaine du climat et de l'environnement. Il va falloir faire des propositions sur les moyens de mieux refléter les spécificités et les risques des enjeux environnementaux dans les politiques publiques et de promouvoir des réponses de précaution. On vise aussi dans cet appel l'amélioration de l'efficacité et de la légitimité des décisions réglementaires et politiques européennes en offrant aux décideurs, aux parties prenantes et au public une capacité plus réaliste à évaluer systématiquement les options et leurs conséquences. On attend aussi de nouvelles preuves de l'efficacité de diverses stratégies, instruments et approches réglementaires pour les politiques climatiques et environnementales. Parmi les activités attendues et qui sont encore une fois décrites dans le scope, on vise l'amélioration des méthodologies, des pratiques et des techniques d'évaluation économique des politiques environnementales, notamment celles qui concernent le changement climatique et la perte de biodiversité. On va chercher à étudier les limites de la théorie et des modèles économiques courants utilisés pour l'évaluation des politiques environnementales et envisager des approches alternatives qui pourraient être appliquées pour évaluer les politiques environnementales. On va chercher à évaluer les performances réelles de certaines politiques climatiques et environnementales afin d'identifier leurs forces, leurs faiblesses et de proposer des améliorations possibles. On va chercher à examiner les performances de différents types de stratégies réglementaires, par exemple en comparant la réglementation traditionnelle et la réglementation fondée sur le marché. Dans cet appel, il y a une prise en compte de l'acceptation par le public qui est importante et une forte interaction avec les sciences humaines et sociales est attendue. Donc, avant-dernier appel pour l'année 2021 qui porte sur la restauration des zones humides naturelles, des tourbières et des plaines inondables en tant que stratégie permettant d'obtenir rapidement des avantages en matière d'innovation. Donc, dans cet appel, les projets doivent évaluer l'étendue et l'état actuel des zones humides européennes,
leur profil actuel et potentiel de gaz à effet de serre et leur capacité d'atténuation à moyen et long terme par le biais de la restauration ou d'autres mesures. Donc au niveau des résultats attendus, on vise à soutenir le plan de restauration de la nature dans le cadre de la stratégie de l'Union européenne pour la biodiversité à l'horizon 2030. On vise également à l'amélioration de l'évaluation de la valeur ajoutée des différentes approches de restauration des zones humides, des tourbières et des plaines inondables selon les différents scénarios. On vise d'autre part l'amélioration de la base de connaissances sur l'état des zones humides et sur le potentiel de restauration pour comprendre leur capacité comme puits de carbone ou source de gaz à effet de serre. Les projets doivent permettre une quantification du potentiel de réduction des gaz à effet de serre découlant de la restauration des zones humides et de déterminer dans quelle mesure ces approches sont affectées par le changement climatique. Les projets doivent également contribuer à montrer que les services écosystémiques fournis par les zones humides restaurées sont en fait un investissement présentant des avantages sociaux nets importants. Enfin, les projets doivent contribuer aux évaluations scientifiques telles que les rapports du GIEC, de l'IPBES et d'autres évaluations. Au niveau des activités, on attend à ce que les projets évaluent l'étendue et l'état actuel des zones humides européennes et leur capacité d'atténuation à moyen et long terme par la restauration ou par d'autres mesures. Les projets doivent également développer des outils et des approches réalisables pour une bonne estimation de la performance en termes de gaz à effet de serre ainsi que des impacts sur la biodiversité. D'autre part, les projets doivent encore une fois aller au-delà de l'état de l'art, des différentes techniques et connaissances et ils doivent fournir des guides et des recommandations. Enfin, les projets doivent permettre d'envisager des activités groupées et une coopération renforcée avec d'autres projets, notamment sur les questions transversales et sur le partage des résultats. Merci Benjamin. Dernier appel de cette année pour cette année 2021 et peut-être qu'après, puisque j'ai vu passer un certain nombre de questions, on prendra les questions qui ont été posées dans le chat. Ça permettra aussi de faire une pause avant de passer aux appels 2022. Donc cet appel porte sur la contribution de la gestion forestière à l'action climatique, voie, compromis et co-bénéfices. Donc là, les résultats attendus pour cette action de recherche et d'innovation dotée d'un budget de 18 millions d'euros. C'est une évaluation complète du potentiel d'atténuation du changement climatique des forêts européennes et du secteur forestier, pardon, à travers la modélisation de différentes voies politiques. On attend également le développement et l'amélioration de méthodologies robustes et transparentes pour la surveillance et la notification à haute résolution des réservoirs de carbone forestier et de leur interaction grâce à une combinaison de méthodes de collecte de données in situ et de télédétection. L'idée étant de faire progresser l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la sylviculture. Parmi les activités que l'on attend dans le cadre de vos réponses à cet appel à proposition, et donc pour parvenir à une évaluation complète des différentes voies du bilan des gaz à effet de serre des forêts européennes au vu des objectifs climatiques révisés à l'horizon 2030 et 2050, et puis au vu de d'autres législations pertinentes, il faut répondre aux objectifs de biodiversité conformes là aussi au Green Deal de l'UE et aux objectifs de la stratégie de biodiversité de l'horizon 2030. Il faut prendre en compte les incertitudes liées au changement climatique et aux risques de perturbations naturelles, s'intéresser aux besoins d'adaptation des forêts existantes et futures, y compris les facteurs déterminant leur potentiel d'adaptation. Il faut également s'intéresser au potentiel d'atténuation du boisement et d'autres activités forestières, y compris leurs coûts d'opportunité, et puis mesurer l'impact sur les gaz à effet de serre de la bioéconomie forestière. Dans le consortium, l'appel indique que le JRC, donc le Centre commun de recherche de la Commission, peut participer. Peut-être une petite pause question, Marilyn. J'ai vu passer 3-4 questions. Si tu veux bien nous les relayer. Oui, j'ai bien noté les questions. Donc, une première, deux questions au sujet de la place de la Tunisie dans le programme. Et, est-ce bien un membre associé ou pas? Et de ce fait, est-ce que un partenaire tunisien peut adhérer à un consortium et bénéficier de financement? Benjamin, est-ce que tu veux que je réponde?
Oui, Ou tu peux tu veux répondre. répondre? Comme tu veux. N'importe La Tunisie, c'est vrai que sur Horizon 2020, alors je crois que contrairement à ce que effectivement la carte montre, était un pays associé. Là, les accords d'association sont en cours de traitement entre la Commission et les pays associés, mais il n'y a pas normalement de raison que la Tunisie ne soit pas de nouveau associée à Horizon Europe et de ce fait bénéficie des financements et soit tout à fait éligible au projet et au programme Horizon Europe. Et je complète que la Commission a indiqué que la Tunisie peut déjà tout à fait faire partie de consortiums en cours de montage. L'important est simplement que le jour, enfin, au jour de la signature du Grand Agreement, l'accord d'association avec la Tunisie ait été signé. Mais donc, même si aujourd'hui l'accord n'est pas signé, elle peut tout à fait commencer enfin, un membre de la Tunisie peut commencer à faire les démarches. Merci. J'ai ensuite d'autres questions autour d'événements de réseautage, comment les partenaires pourraient se rencontrer, ce que pourrait apporter le PCN à ce sujet. Donc, voilà, si vous pouvez donner des éléments un peu plus précis. Les boîtes à outils également sur le site. Alors à ce jour, il n'y a pas de brokerage event de prévu pour les tout premiers appels qui s'ouvrent déjà le 24 juin, donc c'est vraiment très rapidement et je pense que ça sera un peu trop tard pour former des consortiums à cette date-là. Sur le plus long terme, il y aura évidemment des brokerage events qui seront organisés tout au long de l'année pour les futurs appels à projets. Et c'est pour ça qu'on vous a indiqué d'indiquer dans le chat dès à présent les appels pour lesquels vous pourriez être intéressé afin déjà de donner des pistes pour que vous puissiez éventuellement trouver des partenaires si nécessaire. Peut-être pour compléter, juste, je pense que comme sous Horizon 2020, il y aura aussi peut-être une page web dédiée et en face de chaque appel, on mettra les entités qui se montrent intéressées ou qui recherchent un partenaire par rapport à tel ou tel topic. Ça, c'est une page web à faire, c'est pas très compliqué. Il existait la même page, et là, c'est en cours de renouvellement, mais au niveau européen, au niveau du PCN européen énergie et climat, je pense que cette page-là existera, va certainement exister de nouveau. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement aujourd'hui, on a, j'allais dire, juste cette possibilité de vous laisser indiquer dans le chat si vous êtes intéressé par tel ou tel topic, qu'on va évidemment reprendre tout ce qui s'est dit dans le chat pour ensuite que vous ayez l'entièreté des informations et que vous puissiez à tête reposée voir qui a manifesté son intérêt et éventuellement prendre contact avec la personne. D'autres questions, Marilyn? Tu montes ton micro. Oui, pardon, je n'ai plus de questions. Eh bien, on avance, on avance. Benjamin, je te laisse. Non, je continue à passer les slides. On y va. Ouais. Donc, nous passons maintenant aux appels 2022. Donc, cette fois-ci, deux calls différents, deux calls distincts, avec un premier call en fait qui regroupe trois appels en deux étapes. Et donc, ces appels en deux étapes, en fait, permettent de déposer un premier dossier assez court de 10 pages d'ici le 10 février. Et à l'issue d'une première série d'évaluations, vous serez éventuellement invité à déposer le dossier complet, et ce, d'ici le 27 septembre 2022. De manière générale, on peut voir qu'il n'y a en 2022 plus aucune CSA de financer, que des actions en recherche et innovation, avec des budgets, encore une fois, qui sont assez généreux, avec des appels à projets dotés de 21 millions ou 20 millions d'euros pour certains d'entre eux. Encore une fois, assez peu d'appels qui seront toutefois financés in fine, avec maximum 2 ou 3 projets financés, ce qui induit une certaine compétition qui ne sera pas forcément évidente. Donc, si on passe maintenant au premier appel à projet, donc comme je le disais, c'est une action en recherche et innovation en deux étapes, dotée de 21 millions d'euros, qui vise à
à aborder les approches d'élimination du dioxyde de carbone. Donc, les projets doivent en fait identifier une gamme étendue de méthodes et de techniques d'élimination du dioxyde de carbone qui soient fondées sur la nature. Les projets doivent les analyser et les caractériser dans un cadre d'évaluation cohérent et transparent. Donc, les résultats attendus des projets visent à soutenir les politiques climatiques grâce à une meilleure compréhension des options existantes et émergentes d'élimination du dioxyde de carbone. Les projets doivent également soutenir les modèles climatiques et les modèles d'évaluation intégrés, permettant une meilleure intégration des options d'élimination du CO2 dans les stratégies climatiques. Les projets doivent développer une méthodologie complète et transparente qui puisse permettre de caractériser et de comparer les différentes technologies d'élimination du CO2. Et ils doivent également permettre d'avoir un meilleur aperçu des impacts qui soient pensés vraiment de manière systémique. Enfin, les résultats doivent fournir donc j'ai loupé la page, excusez-moi. Je suis perdu. Voilà, c'est bon. Les résultats doivent fournir des cas nécessaires afin de permettre l'adoption des technologies d'élimination du CO2 à grande échelle. Au niveau du scope de cet appel, on doit donc identifier une gamme étendue de méthodes naturelles et de techniques d'élimination du CO2, les analyser et les caractériser. Les projets doivent fournir des estimations réalistes de l'échelle, du coût et de l'efficacité potentielle de chaque approche. Ils doivent permettre un meilleur paramétrage des modèles d'évaluation intégrés. Et enfin, ils doivent permettre d'explorer des cadres d'incitation et de gouvernance qui soient efficaces pour faciliter l'adoption de l'élimination du CO2 et ce, à grande échelle. Merci Benjamin. Donc, deuxième appel de cette série 2022, toujours en 2 étapes. On est sur les risques, cette fois-ci socio-économiques du changement climatique en Europe. Les résultats attendus sont une évaluation socio-économique complète des impacts futurs du changement climatique, une meilleure aide à la décision en matière de changement climatique fondée sur une meilleure compréhension de ces risques socio-économiques, une meilleure intégration des risques liés au changement climatique dans les décisions d'investissement des secteurs publics et privés. On cherche aussi à renforcer la coordination avec le Centre commun de recherche de la Commission européenne et à fournir des connaissances faisant autorité pour informer les activités de la mission adaptation au changement climatique. La portée de l'appel indique que dans le cadre de vos activités, vous devez chercher à améliorer la compréhension de la nature et de l'étendue des risques physiques liés au changement climatique et de leurs implications socio-économiques intégrées, évaluer les coûts de l'inaction et saisir éventuellement l'éventail des risques socio-économiques possibles liés au climat. Vous devez inclure une comparaison avec des scénarios à faible degré de réchauffement, ainsi qu'une analyse des coûts et des avantages de mesures d'adaptation ambitieuses, évaluer et monétiser les impacts des risques climatiques dans les différents secteurs économiques, traiter aussi les impacts intersectoriels en tenant compte des interactions entre les différents secteurs, en englobant les catégories d'impact qui ne peuvent pas être directement aussi monétisées. Il va falloir identifier et formuler des recommandations sur les mesures à mettre en œuvre par les différents groupes et parties prenantes pour minimiser les risques climatiques. Donc, dans cet appel, ce qu'il est important de retenir, c'est qu'il y a une approche interdisciplinaire attendue qui est forte entre l'économie, la science du climat, la modélisation biogéophysique, l'ingénierie des données, l'analyse des risques, la science politique et comportementale. Et le texte de l'appel indique que le JRC, donc le Centre commun de recherche de la Commission, peut également participer au consortium. Donc, on aborde le troisième et dernier appel de ce premier call 2022 en 2 étapes, avec un appel qui porte donc sur l'utilisation des sciences sociales au sein de stratégies d'utilisation des terres, et ce, dans le contexte des défis liés au changement climatique et à la biodiversité. Donc, dans cet appel, les actions doivent viser à acquérir une compréhension réaliste des facteurs qui sous-tendent les décisions relatives à l'utilisation des sols et à la meilleure façon de les orienter, et ce, notamment en développant une boîte à outils d'instruments et d'approches facilement déployables. Donc, les résultats attendus visent à la caractérisation des futurs schémas d'utilisation des sols
en cohérence avec les objectifs notamment climatiques, de biodiversité, d'énergie renouvelable et autres. Il faudra également procéder à une comparaison avec la situation et les tendances actuelles. Les résultats visent également à une meilleure compréhension des motivations qui sont derrière les décisions liées à l'utilisation des terres en Europe, décisions qui peuvent être soit économiques, réglementaires, juridiques, enfin motivations, pardon, qui peuvent être économiques, réglementaires, juridiques, etc. Enfin, les projets doivent permettre une plus grande sensibilisation des acteurs clés, qui peuvent être des acteurs, qui peuvent être des propriétaires fonciers, gestionnaires, autorités locales, agences de régulation, et donc à une meilleure sensibilisation de ces acteurs aux enjeux du changement climatique. Au niveau des activités attendues, on vise à acquérir une compréhension réaliste des facteurs qui sous-tendent les décisions en matière d'utilisation des terres et de la manière dont ces décisions peuvent être orientées au mieux. Les projets sont encouragés à se concentrer sur une ou plusieurs des questions suivantes, qui sont le développement de scénarios et de modèles pour optimiser la contribution des terres à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, à une compréhension économique et comportementale des décisions liées à l'utilisation des terres, à l'exploration des mécanismes susceptibles d'encourager la transposition des changements à une plus grande échelle, au développement de modèles viables pour un suivi et une incitation efficace, et enfin à la contribution à une meilleure quantification des trajectoires des flux de gaz à effet de serre liés au sol. Enfin, les projets devront assurer une synergie avec la mise en œuvre de la mission sur l'adaptation au changement climatique. L'appel suivant porte sur la vérification et la réconciliation des estimations de forçage climatique. Donc là, les actions doivent viser à rapprocher, réconcilier les inventaires nationaux de gaz à effet de serre avec les systèmes d'évaluation et de surveillance pertinents en Europe. Donc les résultats attendus, mais il s'agit d'améliorer la capacité de déterminer si et dans quelle mesure les efforts de réduction des émissions produisent les signaux atmosphériques souhaités pour les principaux gaz à effet de serre à des échelles spatiales et temporelles pertinentes. Il s'agit d'atteindre une meilleure compréhension des écarts apparents entre les émissions et absorption de gaz à effet de serre déclarés dans les inventaires nationaux et autres programmes, les signaux atmosphériques mesurés et les niveaux modélisés dans le but de les réduire ou de les réconcilier sur le long terme. On vise également avec cet appel la réduction de l'incertitude des inventaires nationaux de gaz à effet de serre, à une meilleure comparabilité avec les modèles et des observations et au pilotage d'approches top-down telles que reconnues par le GIEC. On vise également une contribution à l'amélioration de l'attribution des flux de gaz à effet de serre, anthropiques versus naturels, ainsi que des agents de forçage du climat atmosphérique non GES, tels que les aérosols, y compris les rétroactions. L'appel vise à soutenir l'accord de Paris et à fournir des contributions aux évaluations internationales telles que celles produites par le GIEC ou encore par le Global Carbon Project. Dans le scope, il vous est indiqué que vous devez rapprocher les inventaires nationaux de gaz à effet de serre des systèmes d'évaluation de surveillance pertinents en Europe, d'établir comment l'utilisation de techniques top-down peut soutenir la vérification des inventaires nationaux de gaz à effet de serre et d'autres estimations réglementées des émissions et des absorptions. Et vous devez développer des méthodes scientifiquement robustes en s'appuyant sur les résultats des activités de recherche précédentes. Les bénéficiaires sont encouragés, dans le cadre de cet appel, à profiter des infrastructures de recherche nationales et européennes. À titre d'exemple, sont cités Actrice et ICOS. Donc, le prochain appel à projet porte sur le développement de modèles de systèmes terrestres à haute résolution pour les projections mondiales et régionales du changement climatique. Donc, ces projets doivent favoriser une approche fondée sur un modèle de système terrestre selon un axe atmosphère-océan-glace afin de contribuer à une meilleure compréhension des différents processus et notamment, bien évidemment, ceux qui influencent le changement climatique à l'échelle mondiale et à l'échelle régionale. En ce sens, donc, les régions arctiques et antarctiques doivent être considérées comme des éléments clés des changements climatiques mondiaux. Donc, au niveau des résultats, on attend une amélioration des projections climatiques avec des estimations qui soient fiables de l'incertitude selon différents scénarios et à différentes échelles temporelles et spatiales.
On vise également l'amélioration de la compréhension et de la modélisation des points de basculement dans les systèmes climatiques. On vise à ce qu'il y ait des progrès dans l'attribution du changement climatique et de ces phénomènes aux agents de force anthropique. D'autre part, les projets devront ouvrir la voie au prochain cycle de rapport d'évaluation du GIEC et ces projets doivent également soutenir et renforcer la coopération et le leadership européen dans le domaine des sciences du climat. Au niveau du scope, on vise à favoriser une approche de modélisation du système terrestre, donc suivant l'axe atmosphère-océan-glace. Les projets doivent viser une utilisation efficace des données d'observation afin de développer des méthodes robustes de validation et de vérification des modèles. Les projets doivent également réduire l'incertitude liée aux paramètres clés des systèmes climatiques et hydrologiques et donc faire progresser les modèles pour évaluer et attribuer les résultats des modèles. Enfin, les projets devront permettre d'attribuer si les risques climatiques observés et prévus sont bel et bien liés au changement climatique ou alors à la variabilité climatique. Merci Benjamin. Donc on passe à l'appel qui s'intéresse à l'amélioration des modèles d'évaluation intégrés à l'appui des politiques climatiques. Donc là, les actions doivent améliorer l'état de l'art des modèles d'évaluation intégrés en s'attaquant à leurs faiblesses. Donc parmi les résultats escomptés, on vise l'amélioration de l'adéquation des modèles d'évaluation intégrés pour contribuer efficacement au processus de la politique climatique. On cherche on s'intéresse aux contributions aux grandes évaluations scientifiques internationales. On vise l'amélioration de la robustesse, de la légitimité, de la pertinence, de la facilité d'utilisation et de la transparence des modèles d'évaluation intégrés. On vise une cohérence accrue entre l'action climatique et les autres objectifs environnementaux et de durabilité. Il y a une participation plus active on cherche aussi une participation plus active des citoyens à l'action climatique. Parmi les actions et les activités attendues décrites dans la portée de l'appel, il va falloir améliorer l'état de l'art donc des modèles d'évaluation intégrés en s'attaquant, comme je l'ai signalé à l'instant, à leurs faiblesses et aux capacités insuffisantes ou limitées de la génération actuelle de modèles. Il va falloir aborder les développements et les améliorations tels que les détails sectoriels et les changements dans les différents secteurs de l'économie, s'attaquer à leur résolution temporelle, les détails technologiques, la résolution spatiale, prendre en compte les changements de comportement et de mode de vie, les effets des politiques climatiques sur la distribution et l'équité. Il va falloir explorer aussi les options permettant de rendre les modèles plus aptes à répondre aux chocs externes, notamment tels que la pandémie Covid-19 ou des choses similaires. Explorer des approches alternatives aux hypothèses économiques générales qui sous-tendent les modèles et chercher à trouver un juste équilibre entre la complexité et la facilité d'utilisation des modèles. Ce sujet, cet appel, nécessite une contribution effective des disciplines des sciences humaines et sociales. Donc, nous passons à l'avant-dernier appel qui vise à soutenir la formulation de stratégies d'adaptation grâce à de meilleures prévisions climatiques en Europe, mais en fait également de manière plus large. Donc, les propositions doivent viser à améliorer les prévisions saisonnières à décennales afin d'améliorer leur qualité à l'échelle régionale et locale. Au niveau des résultats attendus, on vise donc un soutien à la mise en œuvre de la stratégie et de la mission sur l'adaptation au changement climatique, notamment grâce à une meilleure connaissance des impacts climatiques. On vise également une réduction de la vulnérabilité aux impacts du changement climatique sur la base de prévisions décennales. L'appel vise également l'amélioration de l'évaluation des risques pour les personnes et les systèmes exposés à des événements météorologiques et climatiques extrêmes. Cela doit notamment passer par une meilleure collaboration scientifique et par une meilleure exploitation des synergies à travers l'Union européenne et les pays associés. Enfin, encore une fois, on vise à renforcer le leadership européen dans les sciences du climat. Au niveau des activités visées, on veut donc une amélioration des prévisions saisonnières et décennales afin de renforcer leur qualité à l'échelle régionale et locale, et ce, bien évidemment, particulièrement pour l'Europe. Les projets doivent permettre une réduction de l'écart entre les compétences actuelles et les estimations de la prévisibilité potentielle et il doit développer des méthodologies pour fusionner les simulations des prévisions météorologiques à long terme aux prévisions climatiques.
D'autre part, les projets doivent améliorer les évaluations des risques liés aux événements climatiques extrêmes et la détection précoce des points de basculement. Enfin, les projets doivent explorer de nouvelles façons de coupler les modèles d'impact existants avec les modèles climatiques afin de fournir des prévisions de qualité à l'échelle locale. Merci Benjamin. Dernier appel 2022 avec un titre qui change un peu, j'allais dire. Laisser la nature faire le travail, réensauvager les paysages pour le piégeage du carbone, l'adaptation au climat et le soutien à la biodiversité. Appel doté d'un budget de 17 millions d'euros. Et là, on vise une meilleure compréhension de la façon dont l'utilisation de la capacité naturelle des écosystèmes, avec une aide minimale de l'homme, peut contribuer à la séquestration du carbone et à la conservation de la biodiversité. Donc, les résultats escomptés, c'est une contribution à la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, dont on vous a déjà parlé tout à l'heure pour un autre appel qui a été créé en 2022 et qui est l'IPBES. C'est également de soutenir la mise en œuvre de la mission adaptation au changement climatique, d'identifier les options à faible rapport coût-bénéfice pour restaurer les écosystèmes naturels et semi-naturels, d'évaluer la valeur de la restauration des écosystèmes et d'identifier les effets de rebond et les compromis potentiels, de démontrer la contribution potentielle des systèmes de terres abandonnées et de zones protégées, également de développer des stratégies pour minimiser le risque croissant d'incendies de forêt dû au changement climatique. Et puis, c'est de fournir des méthodes opérationnelles pour des options à faible coût et à une faible intervention humaine pour la restauration des écosystèmes. Dans la portée de l'appel, il est indiqué donc que les projets, les propositions doivent favoriser la recherche interdisciplinaire en mettant l'accent sur le lien entre le climat et la biodiversité, de fournir une évaluation solide de la contribution potentielle de la restauration des écosystèmes, de traiter d'écosystèmes et ou de paysages spécifiques dans les écosystèmes terrestres, d'eau douce, côtiers et marins, d'étudier comment le réensauvagement peut être complété par d'autres approches. Et puis, il s'agit aussi de fournir des informations scientifiques, des outils, des méthodologies et des solutions innovantes pour aider les gouvernements nationaux, les régions et les communautés à intégrer cette approche de réensauvagement dans leur propre plan pour atteindre la neutralité carbone. Donc, il y a une forte approche interdisciplinaire là aussi qui est attendue dans cet appel. Il y a également des synergies avec d'autres projets qui sont attendus, notamment une synergie avec l'un des appels Green Deal qui portait sur la prévention des incendies de forêt, dont le numéro était 1.1. Donc là aussi, je vous invite à regarder plus en détail ces résultats et ces appels qui ont été financés dans le cadre du projet du Green Deal. Nous arrivons presque à la fin de ce webinaire. Avant ou encore une fois, antépénultième slide pour vous indiquer que effectivement la destination 1 du cluster 5 n'est pas la seule pertinente pour les thématiques climatiques. Benjamin l'a indiqué en introduction, d'autres clusters, et parfois la frontière est fine, notamment avec le cluster 6 qui traite aussi d'actions climatiques, mais plus en lien avec la mise en œuvre de solutions d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Le cluster 4 pourrait être également d'intérêt pour vous, comme cela a été signalé, avec donc tous les aspects numériques ou d'intelligence artificielle qui sont mis au service de la neutralité climatique. Et par ailleurs, dans le cluster 5, il ne faut pas non plus négliger la destination 2, pour laquelle il y aura également un webinaire avec quelques appels que nous avons listés ici. Donc, webinaire qui aura lieu le 18 juin, si je ne me trompe, et qui peuvent également vous intéresser. Je prends notamment au hasard un appel sur la technologie, par exemple, pour éliminer les gaz à effet de serre, ainsi que autre que le CO2. Donc, ça peut être tout aussi pertinent pour vous, spécialistes du climat. Avant de passer à la dernière slide, on peut peut-être demander à Marilyn s'il y avait quelques questions en lien avec les appels qu'on vient de présenter. Alors oui, une question et puis beaucoup de marques d'intérêt sur certains calls. Donc la question concerne le call D10103 et si les projets concernés devront également faire le lien avec la mission SOL.
Alors, dans le texte de l'appel, c'est pas précisé. Il est indiqué qu'il y a des synergies qui sont attendues avec les sujets liés à l'utilisation des sols, à la biodiversité et aux écosystèmes dans le cadre du cluster 5 et dans d'autres clusters, donc supposé certainement le cluster 6, et puis qu'il y a un lien aussi à faire avec la mission adaptation au changement climatique, mais la mission sol n'est pas mentionnée. Voilà, j'ai pas d'autres questions, à moins que je regarde une dernière fois dans le chat. Bon, moi, je suis ravie de constater qu'il y a eu des échanges et chacun a fait montre de son intérêt pour tel ou tel topic. On n'a encore une fois pas les conditions pour pouvoir vraiment faire un vrai brokerage event, etc., où chacun peut présenter ses compétences sur tel ou tel topic, mais on peut assurer le relais et faire les interconnexions entre les acteurs qui se montreraient intéressés pour tel ou tel topic. Donc, n'hésitez pas à continuer à profiter du chat. Encore une fois, vous en aurez une synthèse. Simplement pour vous signifier où vous pouvez trouver donc toutes les informations pertinentes. Donc bien sûr le site de la Commission européenne qui liste donc les appels, statistiques, projets financés, les événements à venir. Chaque mot est encore une fois un lien qui pourra vous rediriger vers les pages relatives à ces sujets. Je vous encourage également à voir ou revoir 2 webinaires de la Commission européenne sur comment préparer un projet européen. Donc avec un premier webinaire général et un deuxième webinaire qui se focalise sur les autres aspects autres que l'excellence. Je vous encourage également très fortement à regarder bien évidemment le site français Horizon Europe du MESRI, qui lui aussi va regrouper tous les appels au fur et à mesure de leur publication, les événements auxquels le MESRI participe ou que le MESRI organise, ainsi que des fiches pratiques juridiques et financières. À terme, on vise également à avoir une page dédiée au cluster 5. Je voulais également préciser, c'est sur la slide précédente, que vous pouvez également nous suivre sur Twitter et sur LinkedIn et que vous pouvez demander votre inscription à la liste de diffusion du PCN où nous transmettons toutes les informations si ce n'est pas déjà le cas. Donc, au niveau des webinaires thématiques, comme Annabelle le disait, et comme je le disais en début de webinaire, on va également organiser des webinaires pour les 3 autres destinations qui nous incombent, c'est-à-dire la destination 2, 3 et 4. Sachant que la destination 3, au vu du grand nombre d'appels, comme je le disais, a été divisée en 2, avec un premier webinaire le 16 juin qui couvre les 2 premiers calls et le 17 juin qui couvre le 3e call. Toutes les informations sont disponibles sur le site Horizon Europe et vous pouvez également cliquer dans le lien. Également, évidemment, les infodesk de la commission qui présentera elle aussi le cluster 5. Alors, si je me trompe, c'est le 5 et 6 juillet, mais également, vous avez le lien vers les informations. Et comme Annabelle l'évoquait à un moment donné, la prochaine conférence ECA, donc le European Climate Change Adaptation Conference, va bientôt avoir lieu et vous aurez toutes les informations dans le lien. Donc simplement pour vraiment cette fois-ci conclure le webinaire, je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré. Pourquoi? Parce qu'on veut que vous puissiez le regarder en replay. Donc il sera disponible sur le site Horizon Europe du gouvernement, du MESRI, et nous mettrons également la présentation sur cette page. Vous recevrez également, je vous enverrai en fait un mail quand cette page sera accessible et j'y joindrai un formulaire de satisfaction afin que vous puissiez nous faire part de vos retours et suggestions sur comment améliorer nos webinaires et également sur ce que vous voudriez, sur les actions que vous voudriez que le PCN envisage dans un futur proche. Voilà, bon, je pense que toutes les questions ont été répondues. N'hésitez pas, de toute façon, à revenir vers vous si nous n'avons pas été assez clairs pour certaines questions ou si d'autres questions sont arrivées un peu en retard. Et je voudrais simplement remercier tous les participants à ce webinaire pour avoir présenté donc à la communauté de recherche les appels sur la décision portant sur les sujets climatiques.
Merci Benjamin. Et bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt.